Très bien. Notre deuxième dossier de ce soir, c'est du 100% politique avec Monsieur Trésor Kalala. Je l'ai présenté comme un politique, justement, depuis que le président de la République a donné une conférence de presse la semaine dernière, évoquant clairement ses intentions pour l'avenir de notre pays, la République démocratique du Congo. Les réactions fusent de partout. Il y en a qui parlent d'une volonté de glisser à la tête du pays au-delà de 2028. Il y en a qui parlent de quelqu'un qui a effectivement une mission et pas un mandat, même s'il l'a nié lui-même. Les églises se sont mêlées à ce débat, parfois avec des bons très très violents, comme les politiques. Nous allons en parler avec Monsieur Trésor Kalala. Donc, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Christopher, pour l'invitation. J'ai profité de l'occasion pour saluer les téléspectateurs et beaucoup plus les membres de mon parti politique aussi, Alliance pour les actions de développement du Congo, dirigé par l'honorable Adel Kabila Maouka. Très bien. Vous avez suivi, comme nous tous, la conférence du président de la République. Qu'est-ce que vous avez retenu essentiellement ? En fait, ce que j'ai retenu essentiellement, c'est que il faut reconnaître que le président a été très clair sur beaucoup des questions qui appelaient polémique, débat dans les médias, même dans l'opinion. Le président de la République a été clair quant à la question d'abord de la Constitution. Il a dit que notre Constitution mérite d'être touchée. Et d'ailleurs, il va mettre une commission en place pour voir comment étudier cette question-là. Le président de la République a été clair sur la question des élections, avec les temps qui courent, avec l'environnement politique du moment. Il est pratiquement impossible d'avoir les élections en 2028. Et enfin, ce que j'ai retenu, c'est que il a estimé que le peuple congolais était avec lui et qu'il ne pouvait pas s'en passer de la volonté du peuple si ces derniers lui demandaient quelque chose ou peut-être même une troisième représentation. Mais j'ai suivi quelqu'un qui dit, et si le peuple demandait au président de la République d'aller sauter dans la rivière Ndjili, il allait aussi obéir parce que c'est le peuple qui le lui demande. Non, en fait, parce que les textes disent, vous faites deux mandats. Quand vous vous dites maintenant que vous allez commencer à faire ce que le peuple demande, vous vous écartez à ce que le texte dise. Non, en fait, là, je crois que c'était pour faire rire les vaches. Je crois qu'une question aussi sérieuse comme ça, on ne peut pas l'orienter dans ce sens, un sens assez comique. Ici, nous parlons des choses sérieuses. Nous avons deux provinces entre les mains de l'ennemi. Nous avons près de 10 millions de Congolais déplacés. Nous dépensons assez d'argent pour former les militaires, faire la diplomatie, acheter les armes. Et dans ces circonstances, je ne vois pas comment on peut organiser les élections. Parce que si nous allons plus loin, organiser les élections dans ces circonstances, serait aussi consacrer la balkanisation, serait carrément exclure nos frères qui sont dans les zones occupées et ceux qui sont déplacés. Donc quand on parle de questions sérieuses comme ça, il faut éviter d'amener des blagues pour faire rire des vaches. C'est pas intéressant. Le président de la République a été clair avec des raisons très convaincantes et tout politique avéré, tout Congolais intelligent, tout Congolais moyen, c'est voir qu'avec le paysage politique qu'on a aujourd'hui, il est pratiquement impossible qu'on ait les élections en 2028, c'est clair. Et là, vous parlez peut-être des mauvaises blagues, des blagues malvenues. Que direz-vous du comportement des hommes d'église qui en sont presque à l'insulte en ce moment? On voit deux camps alors qu'ils prient tous le même Dieu. Il y en a qui insultent les autres, d'autres qui réagissent, ressortent des dossiers, parfois, mais vraiment très violents échanges de paroles. C'est regrettable. Je crois que vous faites allusion à ce qui venait de se passer, je crois, ce dimanche. C'est dimanche oui, toute cette semaine, à l'église cité Bethel, où le pasteur Moïse Mbié qui crache carrément sur ses pairs avec un discours vraiment insultant, un discours injurieux à l'égard de ses pairs spirituels. Sûrement vous faites allusion à ça. Mais quand je dois réfléchir, je me dis tout ça là, c'est indécent. C'est indécent parce que nous avons vu les hommes de Dieu, en fait, les prélats catholiques, se mettre en porte-à-faux par rapport au changement de la Constitution. Ils sont contre les changements ou encore la révision. Mbongo parle, Monseigneur Mouteba parle, Monseigneur Cholé parle.
nous n'avons pas vu l'homme de Dieu, Moïse Mbi, réagir, mais nous sommes étonnés lorsque nous voyons que ce sont ces pères qui prennent l'initiative, cette fois-là, dans une démocratie, de soutenir les changements, qui est cet échange. Vous comprenez? Moi, je crois que dans tous les deux cas, les hommes de Dieu doivent se concentrer à la parole. Et que chacun doit respecter aussi la vie de l'autre. Ce n'est pas parce que je n'étais pas associé dans une démarche ou parce que le président de la République n'est pas venu chez moi que les autres sont devenus un cas de lépreux. Vous pensez qu'il réagit parce que le président de la République n'est pas allé là-bas? Je pense qu'il réagit parce que effectivement le président de la République n'est pas allé chez lui. Mais et parce qu'il n'a pas été encore terminé. Et parce il y a encore beaucoup de dimanches et Moïse Mbi a été vu il a été plusieurs pressé. fois à la présidence de la République. Il a été pressé. Moi, j'estime qu'il il est frustré parce qu'il n'a pas été associé à la démarche. Que répondez-vous à ceux qui pensent que lui se démarque et que ce sont les autres qui sont corrompus? Que lui est en train de parler objectivement. Non, quand on parle objectivement, c'est avec élégance, c'est avec respect et considération. On ne parle pas objectivement en insultant. Non, là, tu n'es plus objectif. Là, tu plonges carrément dans la bêtise, permettez les termes. Donc, lorsque vous n'êtes pas d'accord avec un camp, et surtout que ce sont tes pères spirituels, ils ont été même amis à ton père biologique, lorsque tu estimes que tu n'es pas d'accord avec eux, tu as tous les canaux possibles de les rencontrer et de parler. Mais lorsque tu te tiens à la chair et tu les traites des lépreux, des buveurs de vin, ce sont des insultes et là on ne tolère pas. Donc quand tu estimes que ta position est soutenable, je crois que tu dois aussi la soutenir avec élégance, respect et considération au peuple congolais, à tes pairs et surtout à ceux qui ont cette position contraire à la tienne. C'est ça l'élégance et c'est ça même la démocratie. Ça c'est très bien, mais entre-temps, ce sont des sujets peut-être on va dire secondaires. On est peut-être en train de s'écarter de tout ce que l'on était en train d'évoquer avant. Là, c'est les réseaux sociaux qui s'enflamment. On voit par-ci, par-là que l'Angola, par exemple, aurait été informé d'un prétendu référendum. Le message est déjà arrivé à Roao Lourenço, alors qu'ici à Kinshasa, il y a une opposition qui n'a pas pris les armes comme une certaine opposition dans le même pays qui évoquait le schéma du dialogue, de dialoguer pouvoir, opposition, société civile, pour pouvoir finir la crise. Quand le président de la République dit qu'il n'y aura pas élection sans le Nord et le Sud Kivu, sur base de quoi pourrait-il organiser un référendum sans le Nord et le Sud Kivu? En fait, ici, il faut bien comprendre les choses. Il ne faudrait pas aussi que les opposants fassent de l'amalgame. Ils prétendent qu'il faut qu'il y ait un dialogue pour résoudre le problème de la crise sécuritaire. Là, c'est faux, c'est être malhonnête même face à l'égard du peuple. Moi, j'ai toujours posé cette question. Que l'on me donne le nom d'un seul opposant avec lequel on va parler, et si on s'entend, Kagame retire ses troupes sur le sol congolais. Ou que l'on me dise quelle serait cette résolution qui serait prise après avoir parlé avec tous les opposants, on s'entend, on conclut, et après, Kagame retire ses troupes de la République démocratique du Congo. Là, c'est faux. Ici, le problème de la sécurité va se régler au niveau de ceux qui nous ont apporté la guerre, parce que c'est une guerre importée, et personne n'ignore que cette guerre nous est imposée par des grandes puissances. Et c'est avec eux que nous sommes en train de discuter aujourd'hui. Les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, et même les multinationales. Et Kagame aussi. Donc, la discussion, le vrai dialogue pour ce qui concerne la sécurité, c'est à ce niveau-là. Nous avions suivi hier Macron, qui vous dit clairement au Kenya qu'il est contre les sanctions des États-Unis, parce que l'Union européenne a aussi part dans cette guerre. Lui, il veut qu'il y ait un dialogue entre Kagame, Tshisekedi, les États-Unis et l'Union européenne pour mettre fin à la guerre. Donc vous comprenez que le vrai dialogue par rapport à la sécurité se passe à ce niveau-là. Mais ici, à l'interne, nous pouvons avoir un dialogue politique qui n'a rien à voir à mettre fin à l'insécurité. Dans le dialogue politique, c'est là que nous allons discuter sur comment on va gérer l'après 2028. Nous allons discuter le problème de la Constitution, le problème de la loi électorale, le problème de la transition. C'est de tout ça que nous allons discuter dans un dialogue politique et d'ailleurs qui va se solder par un partage de postes. C'est ce que l'opposition ne dit pas. Donc, allez tromper le peuple pour dire Tshisekedi ne veut pas dialoguer avec nous, nous n'avons pas pris les armes et si nous dialoguons, la guerre va finir là-bas. C'est faux. Il n'y a aucun opposant qui a provoqué cette guerre-là. Il n'y a aucun opposant avec lequel nous allons parler. On s'entend et après Kagame retire ses troupes de la République démocratique du Congo. Il ne faut pas tromper le peuple. Ici, nous aurons un dialogue politique au bon moment.
Maintenant, nous sommes en train de nous battre pour mettre fin à la guerre. 2030. Non, le bon moment, c'est, j'estime que c'est en 2028 parce que les élections, c'est en décembre 2028. Moi, je crois janvier, février, juin, je ne sais pas. Nous pouvons avoir un dialogue politique pour discuter de la gestion d'après 2028, question d'éviter une crise politique. Parce que là, nous ne sommes pas dans une crise politique. Mais après 2028, nous risquerons de plonger dans une crise politique par manque des élections. Et par conséquent, je crois que le dialogue politique, cette fois-là, aura son sens. Parce que là, nous allons discuter de la gestion d'après 2028, de la transition, des élections et de toutes ces questions qui vont avec. Donc, pour le moment, pensez qu'un dialogue entre Congolais ici, des gens qui n'ont pas pris les armes, ce dialogue mettra fin à la guerre et que Kagame retirera ses troupes en République démocratique du Congo. C'est faux. À ce niveau-là, je crois que nous devons être honnêtes et dire la vérité à la population. C'est très bien. Donc pour vous, 2028, dialogue, Félix Tshisekedi, président de la République, qu'est-ce que vous pensez que l'opposition qui a patienté, qui a échoué en 2018, qui a échoué en 2023, aura cette patience-là de voir Félix Tshisekedi continuer de gouverner? L'opposition n'a pas de choix, parce que nous sommes devant un fait accompli, et ce fait accompli provoqué par un cas de force majeure, M. Christopher. Nous sommes devant un cas de force majeure. L'opposition dit que c'est un cas de force majeure qui profite à Félix Tshisekedi. J'ai suivi Martha Fayulu qui dit c'est Paul Kagame et Félix Tshisekedi qui font souffrir aujourd'hui le peuple congolais. Ils s'entendent parce que tant que cette situation dure, lui peut toujours rester président à Kinshasa, profiter de tous les privilèges. C'est un mensonge. Ça aurait profité à Tshisekedi si Tshisekedi était à l'origine. Fayulu sait que cette guerre n'est pas venue avec Tshisekedi. Tshisekedi a hérité de cette guerre. Cette guerre nous a été imposée par les grandes puissances, je venais de le dire. Nous sommes devant un cas de force majeure qui a 3 piliers. La force majeure a 3 piliers. L'extériorité des choses. Ici, écoutez, nous sommes agressés, n'est-ce pas? L'imprévisibilité. Nous n'avions pas prévu que lorsque nous serons là, il y aurait des rébellions ou l'agression. L'irrésistibilité, l'article 5 de la Constitution vous dit que tout Congolais a le droit à un vote, soit référendaire, soit électif. Donc, élection ou référendum. Et là, on vous parle d'un suffrage universel. Donc, nous ne pouvons pas violer cette loi-là qui dit que tout Congolais a droit au vote. Est-ce que ceux qui sont à l'Est, à Goma, c'est pas à Bukavu, partout là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'eux ne puissent pas voter? Et il faut reconnaître ici que pour certains, ça risque d'être pour la 3e fois qu'ils ne votent pas. Donc, nous allons consacrer la balkanisation. Donc, ce que nous craignons, nous risquerons nous-mêmes de défavoriser cela. Donc, Tshisekedi n'a pas prévu cette guerre. Tshisekedi n'a pas provoqué cette guerre. Et chaque citoyen a droit de voter. Et par conséquent, j'estime que ce dialogue politique-là sera important. Et eux n'ont pas de choix. Ils n'ont pas de choix et ils le savent. Et ils savent qu'il y aura un dialogue politique qui va déboucher à un tel résultat. C'est quoi les résultats? C'est la transition. Au cours de la transition, je crois qu'il y aura même un mandat spécial de la Cour constitutionnelle qui va donner une mission bien précise à Félix Tshisekedi pour mettre fin, n'est-ce pas, aux causes. Donc, nulle part dans votre tête, vous vous imaginez que tous ces désordres peuvent se terminer avant 2028. Par exemple, en ce moment, on est en train d'aligner des succès en succès. Les troupes se retirent d'Ouvira. Voilà. C'est-à-dire que peut-être avant fin 2026, on peut finir ça. On peut finir la guerre. Moi, je suis optimiste. Et donc organiser les élections en 2028. Je suis optimiste. Finir la guerre, c'est une chose. Consolider l'intégrité territoriale en est une autre. J'aimerais vous dire qu'une fois que nous terminons la guerre, on peut la finir. Après, quand 2026, on fait le recensement. 2027, on termine la guerre. Et mais je vous dis que la situation risque de rester encore fragile. D'où il faut que celui qui est là, celui qui a fini la guerre, puisse continuer encore un peu pour solidifier cette intégrité territoriale. C'est comme ça que j'ai dit. Parce que le pays est géré selon les textes. Effectivement, sur base de quel texte? C'est comme ça que j'ai dit. Il y a déjà une jurisprudence, Christopher. Heureusement que cette jurisprudence n'est pas venue avec Tshisekedi. Il existe une jurisprudence de la Cour constitutionnelle qui a interprété l'article 70. Le président en exercice reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président. C'est une jurisprudence. Nous n'allons pas revenir sur ça. Donc la question a déjà été réglée. Mais la jurisprudence est une source de droit. Vous vous souvenez qu'il a été obligé de partager le pouvoir. Effectivement, on ne va pas déroger. On ne va pas déroger. Ce qui est vrai, si jusqu'en 2028 ou après 2028, on n'a pas les élections, effectivement, nous allons partager le pouvoir avec l'opposition. Ça ne va tuer personne. C'est notre pays. Ce pays n'appartient pas à la majorité, à l'opposition, à la société civile. Ça nous appartient tous. Donc moi, je reste optimiste. Nous pouvons finir la guerre avant 2028. Mais attention, nous devons consolider
cette intégrité territoriale. Et au-delà, les élections demandent de l'argent. Plus d'1 milliard. Alors faisons la balance, faisons la part de choses. Entre organiser les élections juste pour remplacer Tshisekedi et acheter les armes, former les hommes pour consolider notre intégrité territoriale. Qu'est-ce que nous cherchons? Qu'est-ce que nous voulons? Donc ici, il faut comprendre que le problème, ce n'est pas Tshisekedi. Tshisekedi n'est pas plus important que la République. Ici, l'intégrité territoriale est primordiale. Et au-dessus même de Tshisekedi. Donc ici, entre les élections et l'intégrité territoriale, moi j'ai choisi l'intégrité territoriale. Avec ou sans Tshisekedi, l'intégrité territoriale passe devant. Mais parce que Tshisekedi est déjà là, qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, nous sommes là, nous pouvons finir la guerre avant 2028, mais attention, nous devons consolider cette sécurité jusqu'à ce que nous sommes sûrs que nous avons tout verrouillé. Et là, nous laisserons les pouvoirs dans le bon nous met en toute sécurité. C'est ce que le président a dit. Il a donné même la différence entre un homme politique et un homme d'État. Un homme politique pense aux élections, mais élections. Si nous perdons ce pays, tu vas gérer où? Tu vas gérer où? Donc ici, c'est d'abord l'intégrité territoriale. Un homme d'État passe aux générations futures. C'est ce que Tshisekedi fait. Félix Tshisekedi répond qu'il n'est ni homme politique, ni homme d'État. Il manque une certaine élégance. Il dit que l'opposition a pété, par exemple. Et c'est regrettable qu'il puisse le dire. Vous avez condamné Moïse Mbie qui parle des lépreux. Félix Tshisekedi qui autrefois était avec les délices et Sanga, les Fayu, le consort, aujourd'hui dit que Baza, il y a pété. Est-ce que c'est normal? Non, ici, il ne faudrait pas tout prendre au premier degré. Ici, c'est clair. Il faut reconnaître que nous sommes en face d'une opposition faible, M. Christopher. Vous ne pouvez pas me contredire. L'opposition aujourd'hui est en panne de mobilisation, et en panne de la population. En fait, nous sommes en face d'une opposition illégitime. Une opposition qui n'est pas acceptée par la population. Une opposition qui ne fait pas peur au pouvoir. C'est une opposition qui est à la télé, qui est dans les réseaux sociaux, sur TikTok, Twitter. Mais ce n'est pas une opposition qui mène les vraies actions. Et ce n'est pas faux. Nous les constatons et eux-mêmes le savent. Ils ne savent pas faire parler la rue. Nous, à l'époque, lorsque nous étions à l'opposition, il suffisait d'une intention de Kabila de changer la constitution. Vous vous rappelez, en 2015, nous avions fait reculer cette intention. Et Kabila avait reculé. Mais aujourd'hui, plusieurs intentions sont présentées. C'est quoi la vraie action de l'opposition? L'opposition ne sait pas emballer la population. Ils sont faibles, effectivement, ils sont faibles. Et c'est comme ça que vous verrez la plupart s'accrochent maintenant aux rebelles. Ils vous disent il faut dialogue avec Nanga, il faut dialogue avec Nanga. Pourquoi? Parce qu'ils sont en panne de mobiliser à l'interne. C'est clair. Donc nous sommes en face d'une opposition faible. Mais ce sont des Congolais. Qu'est-ce que vous voulez? Nous n'allons pas les rejeter. Au bon moment, nous allons les inviter autour d'une table. Nous allons discuter de comment on va gérer l'après 2028. Ils auront aussi une part dans la gestion. Et puis nous allons continuer comme ça. Le ciel ne va pas nous tomber dessus et le Congo ne se brûlera pas. Très bien. Le président de la République a évoqué beaucoup de situations lors de sa conférence de presse. Il y a aussi eu quelques contre-vérités. On a commencé à vérifier comme ça, comme quoi l'université de Kananga est meilleure que les universités du Canada, ou que la RDC est une des meilleures économies du continent devant même l'Éthiopie, alors que les faits prouvent le contraire. Comment vous réagissez à cela en tant que soutien du président de la République? Le président de la République a été très clair. Il a donné un exemple bien précis par rapport à l'un des fils de son ami qui étudie au Canada. Dans l'une des meilleures universités dans l'une des meilleures universités du Canada. Il arrive ici, il veut voir chez lui à Kananga. Il trouve une université qui est plus que l'université dans laquelle cet enfant-là a étudié. Attention, moi je viens de Mboujima il y a 2 semaines. J'ai visité l'OUM. Je vous dis... L'UOM, voulais-je dire. Je vous dis, M. Christopher, aucun étudiant de cette université ne peut être complexé devant n'importe quel étudiant venant de l'Europe ou des États-Unis. J'ai les images. J'ai dit, aucun étudiant de cette université-là ne peut être complexé devant n'importe quel étudiant venant des États-Unis ou de la France. Donc vous êtes déjà allé aux États-Unis. Nous voyons les images. Nous voyons les images, s'il vous plaît. C'est pas suffisant, hein? Non, nous voyons les images. Donc ici, il faut dire... Ok, mais quel professeur y va? S'il vous plaît, il faut d'abord dire... Il y a quel professeur en ce moment? D'abord, les conditions. C'est primordial. Nous avions étudié avec de bons professeurs. Moi, je suis qu'à sa part. J'ai fini à l'UNILOU. Mais je vous dis, il est arrivé 2 fois, même pas 2 fois, plusieurs fois, où on étudiait dehors, debout. Tu notes. Tu as tes notes à la main et tu es en train de noter parce qu'il y a un petit baffle là-bas, le professeur enseigne. Un bon professeur qui vous enseigne dans de très mauvaises conditions. Donc ici, il faut d'abord aménager l'environnement de notre éducation. Et ce pas là a été fait. Il faut
reconnaître, il faut applaudir. Les développements ou les changements, M. Christopher, ce n'est pas par un claque de doigts. Les développements, c'est sur la durée. Les développements, c'est dans les temps. Les grands pas qui a été franchi, d'abord au niveau des infrastructures, il faut l'applaudir. Il faut applaudir, quand bien même, à la longue, il faudrait améliorer. Je crois que c'est ça l'élégance et c'est ça même aimer notre pays. Donc le président n'a pas dit de contre-vérité. Ce qu'il a dit, c'est la vérité. Ces universités-là, c'est au standard international. Ce sont des universités qui décomplexent nos petits frères qui étudient là-bas. Donc il faut reconnaître. Sur le plan économique, écoutez, le président de la République a évoqué le problème des fonctionnaires, les problèmes des militaires et policiers et consorts. Je sais que ce que les fonctionnaires touchent aujourd'hui, ce que nos militaires touchent aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. Mais il faut reconnaître qu'un grand pas a été franchi. Aujourd'hui, regardez comment nos militaires s'habillent. Comment ils sont équipés. Est-ce que nous sommes arrivés? Non. Est-ce que ces salaires-là sont suffisants? Non. Mais est-ce qu'il y a des pas qui ont été franchis? Est-ce que ça a été amélioré? Oui. Les développements ou les changements, c'est sur la durée. Donc, ce qui s'est fait dans les avancées, il faut le reconnaître. Il ne faudrait pas rejeter tout en bloc, même ce qui est bien, même ce qui avance. Donc, le président ne s'est pas trompé, que ce soit sur les universités ou encore sur les plans économiques. Moi, je connais des amis, à l'époque, qui touchaient 320 000 francs. Mais aujourd'hui, ils sont dans 2 700 000 francs. Ils sont dans 3 millions. Nous vivons avec eux à la cité. C'est pas là qu'il faut les reconnaître. Ils font quel travail? Ça doit être bien payé, ça. Pardon? Ils font quoi pour être payés 2 700 000? Mais ils sont dans la fonction publique. Dans la fonction publique. Oui, ils sont dans la fonction. Il y a plusieurs entreprises publiques ici. On a amélioré les salaires. Même dans la police. Parce qu'en fait, l'homme de nature est insatisfait. Quelqu'un qui touchait $120, aujourd'hui il touche $370. Est-ce qu'on n'a pas avancé? Nous avons avancé. Mais est-ce que c'est suffisant? Ce n'est pas suffisant. Mais les pas qui ont été franchis, nous devons les reconnaître. Nous sommes en train d'aller vers le développement, nous sommes en train d'aller vers l'amélioration. Mais ces parcours, les pas qui sont en train d'être franchis, ayons l'élégance, ayons la bonne foi de reconnaître ces pas qui sont en train d'être franchis. Donc ne soyons pas pessimistes, en tout, même quand c'est bon, vous dites que c'est mauvais. J'ai suivi un opposant qui est même contre la construction des universités, dans les cassages. J'ai dit, mais s'il vous plaît, aimons notre pays, quand c'est bon, dites que c'est bon. Quand ce n'est pas mauvais, critiquez objectivement. C'est ça l'élégance, c'est ça aussi le patriotisme. Ça, c'est très bien. Merci beaucoup, Monsieur Trésor Kalala, pour votre contribution. On va quitter peut-être avec cette question en se projetant sur l'avenir. Comment vous voyez les prochains jours ici en République démocratique du Congo au regard du tableau planté actuellement? Déjà, je vois sur le plan politique, parce que ce sont des questions brûlantes, les gens ont les yeux rivés sur les élections. Déjà, j'aimerais apaiser la population. Ça, c'est notre pays. Il faut retenir qu'en 2028, il n'y aura pas élection. Là, c'est clair. Là, c'est clair. Il faut s'apaiser. Il n'y aura pas élection. Donc, le président de la République sera encore là pour finir, au fait, tout ce qu'il est en train de faire. Il ne doit pas quitter le pouvoir et laisser une œuvre inachevée. Donc là, nous allons finir la guerre. Après avoir fini la guerre, nous devons encore continuer un peu pour consolider cette intégrité territoriale afin de léguer un pays en entier. Par rapport à la question de la Constitution, c'est notre texte. Toutes les universités du monde enseignent qu'une Constitution peut être changée selon l'évolution culturelle, sociologique ou politique de ces peuples. Ici, si nous estimons que cette Constitution ne nous rassemble plus, et d'ailleurs la Constitution étant une œuvre littéraire et non une œuvre naturelle, eh bien, elle peut être changée ou modifiée à tout moment. Donc ce sont des questions qui ne doivent pas brûler les Congolais. Aimons notre pays. Tshisekedi est là, c'est lui notre chauffeur qui nous conduit. Arrêtons un peu trop d'embrouillement. Mettons-nous tous derrière lui. Faisons usage de l'article 63 de la Constitution, d'ailleurs, qui stipule que tout Congolais a le droit et le devoir de défendre sa patrie face à une agression extérieure. C'est ça que nous devons faire. Il ne faudrait pas toujours critiquer, tirer à boulet rouge pendant que nous sommes agressés. Donc, la personne sur laquelle nous devons nous acharner, c'est Kagame, le Rwandais, ceux qui nous font la guerre. Ce n'est pas celui qui est au pouvoir. Donc, unissons-nous, consolidons nos forces autour de lui, allons jusqu'au bout afin de retrouver d'abord notre intégrité territoriale et les autres questions, nous y reviendrons après. J'aimerais finir peut-être par ici. Allez-y. Moi, je dis, pour les temps qui courent, la question de la Constitution, il faut la mettre de côté. La question des élections, il faut la mettre de côté. La question du référendum, il faut mettre toutes ces questions à côté. Pour le moment, concentrons-nous tous d'abord sur l'intégrité territoriale,
reprenons d'abord nos terres dans leur intégralité et après nous reviendrons pour discuter de la constitution, du référendum ou c'est pas moi des élections. Pour le moment, Tshisekedi est là, il dirige, il finit, il nous retourne notre pays en entier. Après, il va partir, l'autre qui vient, il trouvera un pays déjà, le chemin est balisé, cette fois-là pour le développer dans l'avenir. Ça, c'est très bien dit. Monsieur Trésor Kalala, on met tout de côté, priorité, d'abord l'intégrité territoriale, sécuriser les peuples qui dorment en situation d'inquiétude depuis des années maintenant, de Bunagana à Uvira. C'est une situation très très compliquée traversée par les Congolais qui vivent dans ces territoires occupés. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Je vous en prie. Merci également à vous d'avoir suivi ce Kinshasa direct. Dans quelques minutes, Arlette Boutella vous rejoindra pour la grande édition du journal des 19h.